Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire porté par le N3S. Aujourd'hui, nous vous accueillons plutôt nombreux puisque vous êtes plus de 400 à vous être préinscrits via nos différents canaux, via notre newsletter. Et nous avons le plaisir de vous accueillir pour un webinaire un petit peu différent de ceux habituellement, puisque à travers cette présentation, je laisserai après se présenter nos deux intervenants du jour, Pierre-Henri Amburger et Julien Orlandini, qui nous ne présentons plus et qui se présenteront à eux-mêmes pour le coup, pour 1h30 de rendez-vous virtuel et numérique. Tout simplement, donc sachez que selon la formule un petit peu habituelle, vous êtes sur une version d'événement en direct, vous n'avez pas de caméra, vous n'avez pas de micro, vous avez juste la possibilité de pouvoir interagir avec nous via le chat, le petit module de questions-réponses. Donc vraiment, nous vous encourageons à poser toutes les questions, à réagir, nous publierons au fur et à mesure et nous y répondrons également tout au long de la conversation. Donc vraiment, saisissez-vous-en et n'hésitez pas à nous interpeller tout au long de l'intervention. Dernière chose avant de laisser la parole à nos deux orateurs, le support de la présentation vous sera bien entendu envoyé à l'issue du webinaire dans le message que vous allez recevoir directement sur vos boîtes mail qui contient à la fois un lien vers le questionnaire de satisfaction et un lien pour télécharger les supports. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent webinaire et à vous laisser en de très bonnes mains, celles de Pierre-Henri Amburger et Julien Orlandini. Merci à toi Gabriel pour cette introduction et bonjour à tous. Merci de votre présence nombreux cet après-midi. Nous avons le plaisir de vous accueillir, Julien Orlandini et moi, pour une présentation d'environ 1h30 pour vous parler en fait des voies de la performance que la CAF du Var a pu franchir, donc ces différentes voies au fil des 4 dernières années. Alors pourquoi est-ce qu'on propose ce cadre effectivement un petit peu différent de réflexion? Parce qu'on finit une période importante, cette COG 2018-2022, une nouvelle période va s'ouvrir. C'est le moment de compter les points, de faire le bilan, de procéder aux évaluations et puis de se projeter dans l'avenir, donc de faire cette mission à la fois d'évaluation et de prospective. Et c'est pour cela qu'on a souhaité, avec Julien Orlandini, vous présenter quelque part et vous proposer, alors non pas une norme ou des pratiques sur étagère, mais plutôt un cadre de réflexion et un cadre d'échange et un cadre d'inspiration dans lequel, en nous appuyant sur cette méthode, le GPS, le Global Performance System, c'est-à-dire une approche globale de la performance, mais aussi en l'illustrant à travers les réussites de la CAF du Var, de pouvoir vous donner un certain nombre d'atouts et de vous donner des outils pour pouvoir mener vos propres réflexions et construire vos démarches stratégiques. L'objet de cette première réunion cet après-midi, ce premier webinaire, c'est de pouvoir vous présenter un dispositif que le N3S va porter et qui constituera en fait un parcours de quatre réunions sur 4 mardis des matins de 9h30 à 12h30. 2 seront en avril une en avril et 3 en mai, pardon. On vous redonnera les dates tout à l'heure. Et l'idée de ce parcours, c'est de vous présenter ces différentes voies de la performance. Alors quand on parle de voie de la performance, on parle en fait finalement de l'ensemble des projets qui ont pu être conduits pour aujourd'hui faire de la CAF du Var ce qu'elle est. Et ça, je laisserai son dirigeant, Julien Orlandini, en parler tout à l'heure. Et qu'on puisse effectivement, sur cette base-là, pouvoir, en petits groupes de 8 personnes, pouvoir vous accompagner dans vos propres réflexions et faire en sorte que cette matière et que ces méthodes, ces outils, ces résultats puissent venir irriguer d'autres organismes de sécurité sociale, qu'ils soient de la branche famille ou bien sûr de toutes les branches et de tous les régimes, puisqu'on est là ici dans un esprit de partage. Vous dire peut-être encore une fois que dans la présentation de cet après-midi, on va d'abord se présenter, on va après vous présenter un certain nombre de résultats qui font que, et moi j'avais souhaité en fait qu'on puisse faire ce dispositif avec le N3S, j'avais fait cette demande auprès de la CAF du Var,
parce que c'est la première fois peut-être qu'on peut traiter un sujet à la fois dans la durée et dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on a fait cet accompagnement avec la N3S depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on continue. On a pu traiter, on va dire, vraiment dans sa globalité ce sujet de la performance, à la fois avec des enjeux internes, mais aussi des enjeux externes. On a pu le traiter à la fois sur les cultures et sur les structures. Donc, c'était à ce titre-là, et devant les résultats que Julien Landini avait pu obtenir, que j'ai souhaité vous proposer cet échange et ce dispositif qui me semble effectivement assez voilà, inspirant, hein, sur le plan de la recherche et de l'amélioration des performances. Et on vous parlera de la trajectoire qu'a suivi la Cave du Var entre 2018 et puis aujourd'hui. Donc on vous présentera, bien sûr, on présentera globalement où en est aujourd'hui la Cave du Var grâce à son projet d'entreprise. On présentera dans un deuxième temps assez rapidement ce projet d'entreprise. Et puis on parlera du dispositif, le GPS, le Global Performance System et les voies de la performance. On vous présentera dans un dernier temps et on vous précisera comment effectivement ça pourrait se passer ce parcours. Alors aujourd'hui, hein, on est là pour présenter le parcours, on n'est pas dans le parcours, donc on va déjà parler d'un certain nombre de sujets évidemment, mais on vous invite bien sûr à la fin de ce webinaire. Notre objectif, c'est que vous soyez intéressés, que vous puissiez vous inscrire pour participer aux 4 réunions, aux 4 masterclass, comme on les a appelées, que Julien Landini et moi-même nous animerons à partir de fin avril et courant mai, donc sur les 4 mardis. Voilà pour ma présentation. Peut-être que je sais que j'ai un certain nombre de personnes que je connais dans cette salle virtuelle, donc je les salue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Henri Amburger, je suis donc directeur général de Optaes. Optaes, ça veut dire on peut toujours améliorer. Ça en dit long sur l'état d'esprit qui nous habite au quotidien dans cette recherche de performance. Et globalement, on est une société de conseil d'une vingtaine de consultants et nous intervenons à la fois sur l'accompagnement des hommes et des organisations. Avec le N3S, nous travaillons sur tous les sujets liés à la performance dans une vision assez large du sujet qui peut embarquer le travail sur les processus, notamment sur les démarches qualité, la maîtrise des risques, mais également l'innovation ou encore le management hybride aujourd'hui. Donc voilà pour la présentation assez rapide. Je vais donner la parole rapidement à Julien Landini qui a pu se libérer et qui sera là pour cette présentation et puis pour les masterclass à venir. Donc Julien, je te donne la parole pour une présentation peut-être à la fois de ta présentation puis celle de ton organisme. Merci Pierre-Henri, bonjour à toutes et à tous. Je vais être très court, je pense que beaucoup a été dit par Pierre-Henri, en tout cas tout à fait content de passer un peu de temps avec vous. J'espère que justement la conviction qu'a posée Pierre-Henri, de pouvoir partager un peu un retour d'expérience, voilà, ce qui est finalement une trajectoire, un témoignage, voilà, pourra aussi vous intéresser, vous conduire ensuite à participer avec nous de manière plus approfondie au masterclass. Voilà, après c'est vrai que moi ce qui me paraît très important de vous dire dès maintenant, parce que je suis parfois un peu gêné ou perturbé, et je l'ai dit à Pierre-Henri, c'est que il n'est absolument pas dans notre objectif, il n'est pas dans le mien de dire que de faire en fait un module, des masterclass autour de la Cave du Var et de ce qu'elle a fait, de sa vie, de son œuvre, et encore plus de ses dirigeants. Mais en revanche, moi j'étais assez conquis à l'idée de Pierre-Henri pour en fait, parce que j'ai moi-même eu finalement été inspiré du coup par beaucoup d'organismes lorsque j'ai pris mon poste à la Cave du Var, et qui était un premier poste de directeur d'ailleurs, au moment où on était aussi dans une période de renouvellement juste avant la COG, la Convention d'objectifs et de gestion. Et j'étais très heureux de pouvoir m'inspirer d'un certain nombre de démarches et ensuite en faire finalement du coup une adaptation personnelle, locale et de l'adosser finalement à des convictions, mais aussi à ce que j'ai ressenti des envies, des besoins des collaborateurs et des publics en fait. Et donc je me suis dit que c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un partage, y compris après dans les masterclass, autour du coup peut-être voilà, de témoignages, d'un retour d'expérience. Et c'est comme ça en tout cas que moi que je le souhaite, et je tiens beaucoup à le poser dès le départ. Voilà, avec ce qu'il y a de réussite, parce que je pense que la durée et la profondeur de la démarche qui a démarré fin 2017 jusqu'à aujourd'hui
évidemment, me permet plus facilement de parler d'une trajectoire, de résultats et de faire un retour d'expérience, avec ce qu'il y a aussi parfois de difficultés, peut-être de prérequis, d'obstacles, voilà, qui peuvent être très intéressants justement pour chacun d'entre vous dans les échanges. Voilà, et pour ma part, c'est vrai que ça a été très utile d'échanger avec des pairs et de voir des démarches aussi réussies d'autres organismes. Donc ça, c'est vrai que ces préalables posés, je crois qu'effectivement, en tout cas dans les voies de la performance, moi je voulais juste dire que, évidemment, ce qui me paraît très important, ce qui nous guidera, je pense, dans ce qu'on va vous dire avec Pierre-Henri, c'est que c'est l'idée d'avoir finalement privilégié une approche systémique, en fait, une approche globale, qui d'ailleurs n'est pas si simple à expliquer, parce qu'elle est approfondie, parce qu'elle est circulaire, elle est à 360 degrés, parce qu'elle a pu être aussi empirique, hein, ça ne s'est pas construit de fait avec un modèle préétabli et pluriannuel, mais cette approche globale, pour moi, elle est centrale, et surtout de poser le fait qu'une performance, ce n'est pas qu'un système de pilotage de la performance. C'est un système de pilotage de la performance, certes, mais c'est aussi et beaucoup des principes, des valeurs, et c'est aussi et beaucoup une performance par la confiance, c'est-à-dire comment on travaille avec les équipes, avec les allocataires, avec des partenaires autour de cette dimension de confiance, de pouvoir finalement, de pouvoir d'agir en fait. Et ça, c'est vraiment un point d'entrée que je voulais poser dès maintenant. Et avec ce qu'a dit Pierre-Henri, je finirai par là, de cette dimension de l'amélioration continue. Je crois que voilà, de bien faire le lien toujours entre une vision et une application aussi de terrain et une logique d'excellence opérationnelle, une logique effectivement très fine qui vise à toujours essayer d'entreprendre et d'améliorer. Donc ça, c'est peut-être pour les préalables. Voilà, donc vous avez bien compris que du coup, ma fonction est d'être, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas du coup, d'être directeur de la cave du Var, puisque c'est de la cave du Var dont on va parler, en tout cas en tant qu'illustration. Du coup, voilà, pour me présenter très rapidement, et que du coup, je le suis depuis novembre 2017. Voilà, et auparavant, j'étais à la Caisse nationale dans d'autres fonctions, du coup, de directeur adjoint du réseau. Voilà un peu pour la présentation. Et effectivement, on est aussi forcément accompagné dans cette démarche par Opta, un choix aussi important, parce que c'est un choix qu'on a inscrit volontairement dans la durée. Donc c'est important de se le dire, moi j'ai fait ce choix de la durée pour aussi faciliter une construction progressive et par palier, et pour aussi faciliter aussi une approche en profondeur, pas par à-coup, et c'est l'importance de l'imprégnation aussi de la culture de l'organisme, de la culture aussi, ou du changement culturel qu'on voulait embarquer, qui pour moi est aussi un des déterminants dans la conduite de ce type de projet. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Alors, Pierre-Henri me met effectivement le slide de la cave du Var, voilà, sur lequel, de ce point de vue, moi je ne vais pas forcément le commenter, mais ça donne surtout un éclairage en fait de structure. Alors, manque de chance, cette année, au 31 décembre 2021, nous avons perdu des allocataires comme l'ensemble du réseau des CAF, il faut le noter, puisque c'est notamment l'effet de la réforme des allocations au logement qui l'a conduit, c'est important de le préciser, puisqu'on a perdu quasiment 2% des allocataires, mais une évolution quand même assez importante depuis 2018. Et pourquoi on réfère toujours à 2018 ? C'est aussi parce que voilà, quand vous conduisez une transformation, du coup, effectivement, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas prédire. Tout simplement, qui aurait cru qu'on vivrait 2 ans de Covid ? Et ça sera aussi un des éclairages, d'ailleurs, comment on maintient le cap, ou comment le fait d'avoir un cap permet de fait de ne pas être percuté par une crise pourtant d'une telle ampleur. Et ça, c'est, je prends souvent cette métaphore finalement du paquebot ou du petit voilier perdu dans la tempête, et effectivement comment on arrive ou pas quand même à maintenir le cap, même si on doit dériver un peu. Et ça, je pense que c'est aussi révélateur de l'importance aussi d'une démarche solide et en profondeur qu'on peut initier, et y compris parce qu'on augmente aussi notre charge, on a des nouveaux allocataires, et quelque part, ça joue aussi beaucoup sur nos enjeux de positionnement. Voilà, donc vous avez les chiffres devant les yeux, et effectivement, on marche sur 2 jambes, hein, comme pour toutes les CAF, une jambe des versements des prestations familiales et une jambe de la place de la CAF sur le territoire. 1,3 milliard d'euros versés sur le territoire, c'est aussi un élément, et je le mets en lien avec le projet d'entreprise qu'on a mené, qui n'était pas tout à fait neutre, puisqu'on l'a beaucoup travaillé aussi au titre de la connaissance interne aussi. Nos salariés sont les premiers ambassadeurs de la CAF, mais aussi du positionnement externe. Et cette symétrie-là, j'y reviendrai, elle est aussi fondamentale. Faire connaître qui on est,
et pas que sur une partie de notre activité, pas que sur le C de caisse, que sur le versement de prestations, l'opérateur, travailler sur le rôle de la CAF dans les territoires, c'est aussi fondamental, et c'est aussi un élément de fierté, forcément, vis-à-vis de ces parties prenantes, et ça, c'est quelque chose voilà, sur lequel aussi on a beaucoup joué. Dans une performance, pour embarquer des équipes, on en parle beaucoup pour les entreprises privées, par exemple, la raison d'être, et nous, la raison d'être, c'est un vrai atout. On a une mission de service public qui est centrale, et je pense que c'est aussi peut-être simple à dire, pas forcément simple à faire, il faut le cultiver. Merci, merci Julien pour cette introduction. Bon, je vais passer assez rapidement sur la présentation d'Optaes. On va rentrer dans le cœur du sujet. Une démarche de transformation, ben, forcément, il y a un début, il y a une fin. Enfin, est-ce qu'il y a une fin d'ailleurs? C'est une bonne question. En tout cas, il y a une étape qui est celle d'aujourd'hui, qui est celle pour la CAF du Var du bilan. Je pense que c'est important effectivement de le souligner. Il y a beaucoup d'inconnus également, d'incertitudes. Et ça me fait penser à cette citation de Henri Mintzberg qui disait que finalement vouloir élaborer une stratégie sur une base d'une démarche purement mécanique ne peut aboutir qu'à des résultats médiocres. Et peut-être que l'une des qualités de cette démarche avec la Duvar, c'est qu'elle a été réaliste et qu'elle a su s'adapter à ce qui s'est passé. Ça veut dire que quand on fait une stratégie, on ne peut pas évidemment écrire tout ce qui va se passer dans les 4 ans à venir. Alors on fait tous l'exercice de se projeter, de faire un bilan, les forces faiblesses, les menaces, les opportunités, définir des objectifs, par rapport à des objectifs, définir des projets, des plans d'action, se donner des défis, des challenges, des thèmes. La structure d'un projet d'entreprise est souvent quelque chose qui a besoin d'un minimum de robustesse, mais néanmoins aussi beaucoup de souplesse. Et c'est vrai que à l'initiative de ce type de projet, il y a bien sûr, on l'a dit pour nous, pour les ESS, les COG, hein, et là le rythme, je trouve que cette présentation, elle arrive au bon moment par rapport à ça, parce qu'on arrive en période de bilan, et une nouvelle période va s'ouvrir. En ce qui concernait ta prise de poste, tu l'as dit, en fin 2017, c'était un petit peu court avant le démarrage de la COG 2018-2022, mais il y avait quand même ce besoin finalement de prendre en main à la fois le poste, de prendre connaissance ou de faire connaissance avec les collaborateurs directs, avec l'ensemble de la caisse, et puis de se donner une trajectoire, alors même qu'effectivement la caisse en 2018 avait pas mal d'enjeux finalement en termes de performance, hein, et que tout n'était pas forcément écrit, tout n'était pas forcément gagné d'avance. Et à ce titre-là, c'est vrai que la genèse, c'est souvent une impulsion qui est donnée par la direction. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quand toi, tu as pris ton poste, fin 2017, est-ce que tu savais en arrivant que tu allais faire un projet d'entreprise qui allait durer 4 ans sur l'identité du rugby? Est-ce que tu avais des idées claires sur ce que tu voulais faire, ou au contraire, tu avais plutôt une méthode, c'est-à-dire une envie qui était de rassembler autour d'un projet commun, même si les différentes briques de ce projet n'étaient pas forcément connues? Je pense que c'est vraiment un des sujets qu'on se pose tous quand on travaille, quand d'une certaine manière on veut proposer un projet pour son organisme. Alors là du coup pour la CAF du Var, mais c'est intéressant, tu poses la comparaison avec la période actuelle où on se projette tous déjà sur un prochain contrat. La chance de pouvoir bien articuler les choses, évidemment de manière temporelle, avec une COG qui allait être signée. Et donc c'est vrai que pour répondre très, très clairement à ta question, en fait, la réponse est non, c'est-à-dire je n'avais pas d'idée de ce qui pouvait être le contenu du projet d'entreprise. Je n'avais pas non plus posé d'idée sur l'identité, qui me paraît, on y reviendra aussi, accompagner du coup tout projet d'entreprise, tiré aussi d'un territoire, parce que d'abord tout simplement je ne connaissais pas en fait ce territoire précisément, notamment le département du Var. Je n'avais pas non plus du tout d'idée de l'État quelque part, auquel je pense qu'il est un enjeu majeur, c'est-à-dire le corps social en fait, qui est à mon avis ce qu'il faut sentir en priorité. Voilà, donc en revanche, ce qui était pour moi assez clair, c'est le fait dans la méthode et même dans les convictions, parce que je pense qu'il faut, un projet d'entreprise, c'est partir aussi de convictions, c'est partir de principes, et d'abord forcément d'un leadership. Et effectivement, j'avais des convictions personnelles, professionnelles bien sûr, et donc ce que je voulais, c'était d'abord qu'on parte de principes et de valeurs. Et il me paraissait très important déjà, d'une certaine manière, de valoriser, de présenter, de parler des miennes.
Je parle souvent, je le dis beaucoup, et on en parle encore avec les équipes, on a beaucoup travaillé d'ailleurs avec l'équipe de direction, qu'il faut d'abord poser un cadre, en fait. Et moi je dis souvent qu'après il faut jouer dans le cadre, et la liberté elle s'exerce dans ce cadre. En revanche, il faut un cadre, et ce cadre, c'est celui des valeurs et des principes auxquels il ne faut pas déroger. Et donc je l'avais beaucoup résumé, on a travaillé sur cette formule entre bienveillance et exigence d'une certaine manière, et on y verra, c'est aussi pour ça qu'on a d'abord travailler principalement sur des valeurs et des valeurs partagées. Alors, les valeurs que moi j'ai pu véhiculer ensuite avec l'équipe de direction, mais c'est effectivement les équipes qui ont posé les valeurs. Voilà, et ça c'était vraiment ce qui faisait, ce qui était un peu posé. Pour le reste, j'insiste, je crois beaucoup à cette dimension, collaborative, c'est-à-dire que ce qui a créé le projet, ce sont les équipes elles-mêmes. Voilà, et tiré d'un diagnostic, par contre, approfondi, un diagnostic, forcément avec un point d'observation en venant de la CNAF, c'était plus facile, d'une certaine manière, d'avoir certaines visions, mais en partie biaisées, mais surtout tiré du terrain, ce que reflète un peu le diaporama, en fait, un effet un peu flash de visite de terrain de toutes les équipes, en fait, et toutes les parties prenantes, des organisations syndicales, du conseil d'administration, de tous les acteurs, en fait. Et ce diagnostic, après, il a été partagé, c'est-à-dire qu'avant même de basculer sur la construction d'un projet, c'était d'être aussi transparent dans le diagnostic porté auprès de toutes les composantes, partagé auprès de toutes les composantes de manière spécifique, le CSE, les managers, l'équipe de direction, par cercle concentrique en fait. Voilà, et c'est ensuite plus facile de construire. Et c'est uniquement à partir déjà de ce diagnostic, en partageant l'équipe de direction, que du coup est née, en tout cas au moins, la conviction de la nécessité d'une rupture, c'est-à-dire d'une transformation systémique. Et puis ensuite, effectivement, le fait d'embarquer la caisse dans une démarche de transformation, mais collaborative, c'est-à-dire vraiment partant des équipes, parce qu'il y avait à la fois de la morosité, très clairement, très forte, de la manque de fierté, et puis en fait derrière aussi une envie, une vraie énergie, aussi, enfin une vraie envie, en tout cas quand même, de faire des choses, d'agir, de contribuer, mais avec un manque de confiance réel, lié aussi à une histoire, évidemment, de la caisse, et toutes les caisses en ont, c'est là où rentrent effectivement les particularités de chaque organisme. On ne peut pas du coup avoir un modèle plaqué, du coup, parce que forcément, les organismes sont différents, les cultures sont différentes, le territoire est différent, les équipes sont différentes, le management est différent, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est plutôt le point d'entrée. Mais c'est vrai que ce qui m'a marqué le plus en témoignage, c'est ça, c'est vraiment, d'abord, je l'ai dit d'ailleurs dans transparence, manque de confiance, manque d'énergie, morosité importante, résultat un peu en berne, mais surtout un manque de fierté, en fait. Beaucoup d'équipes qui considéraient que la CAF n'avait pas le niveau, qu'on n'était pas bon, qu'on était très mauvais sur nos résultats de prod. Enfin, en fait, cette autoflagellation importante. Et ça, vraiment, c'est ce qui a guidé, en tout cas, nous a guidés sur une démarche de transformation globale d'une part, et une démarche très vraiment collaborative d'autre part, et sur cette notion de confiance et sur des principes qui peuvent paraître aujourd'hui, quand on les regarde, parce qu'on les lit partout, alors c'est facile de parler de ça, etc., mais c'est le fait de mettre en œuvre et le faire vivre, c'est beaucoup plus difficile, on pourrait dire c'est très à la mode. D'ailleurs, je l'ai entendu à l'époque, en disant oui, mais c'est des effets de mode, etc., on verra dans la durée. Mais non, structurellement, c'est de vraiment avoir de la collaboration, du vrai pouvoir d'agir, de la contribution directe des collaborateurs, et effectivement, de s'appuyer sur les managers, c'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise libérée, c'est plutôt libérer l'entreprise, c'est vraiment que les managers soient des acteurs clés pour justement fédérer les équipes, les faire participer, les mettre au cœur de cette mécanique en fait de collaboration et de contribution, et puis de beaucoup travailler aussi sur des choses très simples, c'est-à-dire pas le grand soir du coup, c'est-à-dire les irritants du quotidien, l'environnement de travail, ce qui faisait en fait, et ça c'est le pragmatisme aussi des démarches, attention, voilà, pas de grande conceptualisation, des choses simples en fait, attendues par les équipes autour de mon poste de travail, de ce que je ressens autour de moi, de ma posture, de mon environnement, c'est aussi un élément clé. Voilà un peu quelques axes en fait de départ sur lesquels de quelques témoignages que je peux faire sur comment on a voulu engager la démarche. Ok, merci Julien. Alors une question effectivement qu'on peut se poser, c'est que quand on fait des démarches collaboratives, on fait un peu le tour de piste des différents sites, quand on parle à tout le monde et que la situation de la caisse est globalement un peu dégradée, et ben on a vite un peu le tournis, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des audits ou des diagnostics où on a on a un peu des listes de courses, quoi. Il faudrait presque un programme politique, quoi. Il faudrait tout améliorer, tout réussir à tout gérer, à tout optimiser, à tout mettre dans des plans d'action, et on finirait avec des plans d'action juste énormes, et on ne saurait plus par quel bout les prendre. Et donc, comment toi, quelque part, est-ce que tu as eu cette impression déjà? Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une énorme liste de choses à faire et un peu le vertige? Donc, ça, c'est une question d'un participant. Comment tu as fait pour réussir, pour gérer ce nombre très important de suggestions qui peut remonter du terrain?
Je me suis appuyé sur un consultant. Non, mais alors, j'ai cette liste des courses un peu, mais en fait, honnêtement, j'insiste sur l'aspect état d'esprit, culturel, etc. C'est ça que j'ai beaucoup ressenti. Évidemment, il ne faut pas se leurrer, il y a les fondamentaux. C'est-à-dire que aussi, dans ce qui était sûr, c'est que moi, je me suis toujours dit, et ça concerne à mon avis tous les organismes, là je parle d'une CAF, mais c'est pareil partout, je me suis aussi concentré, moi dès le départ, je m'étais dit, si le cœur de métier ne marche pas, si la production ne marche pas, la CAF ne fonctionne pas non plus. C'est-à-dire que je pourrais faire tous les projets que je veux. Il faut d'abord quand même partir du service de base et de l'orientation service. Je ne l'ai pas dit, mais moi, dans les valeurs, c'était évident. Il fallait recréer aussi ça, cette relation avec le public, dans une caisse où, je vais quand même le donner pour éclairage, 80% des effectifs qui étaient sur la relation de service étaient des CDD. C'est quand même une façon de concevoir la relation de service, ce qui était un sujet. Voilà, dans une caisse qui était une CAF à fort enjeu, donc dite en difficulté, dans une caisse qui ne proposait pas de rendez-vous à ses allocataires. Enfin, voilà, donc c'est plus aussi pour donner ces éclairages-là. Dans la partie liste des courses, il y a des fondamentaux qu'il fallait de toute façon travailler. Quand je parlais de système de pilotage, il y avait d'abord ça. Et après, effectivement, quand on dit il y a un système de pilotage à installer, il en manquait beaucoup, mais il faut aussi travailler sur la confiance. C'est là où, effectivement, on a posé un cadre plus global. Et donc, la liste des courses, quelque part, on l'a fait venir à nous, c'est-à-dire qu'on l'a un peu assumé, puisque passé la phase du diagnostic, qui était un peu, on va dire, novembre-janvier, ensuite, on a voulu structurer une démarche collaborative sans savoir exactement où elle allait nous mener par rapport, en fait, à un contenu de projet d'entreprise, en fait. Et donc, on a lancé une démarche qui s'appelait « Un mois, une thématique ». Et évidemment, ce qui nous a permis de resserrer un peu, c'est qu'on a choisi un peu les grandes thématiques. C'était pas compliqué d'ailleurs, c'était le service en priorité. On a travaillé les valeurs, on a travaillé l'environnement de travail. 4 mois en fait, 4 thématiques, avec surtout les managers au centre, outillés, avec des réunions post-it, 1 heure. D'ailleurs, ils découvraient la méthode, c'était vraiment déjà en soi un apprentissage. Donc, on a travaillé la créativité, les méthodes de créativité avec les managers, en même temps qu'on a travaillé l'animation de la caisse et leur rôle en fait. Et du coup, c'est eux ensuite qui ont priorisé ensemble l'ensemble des remontées des équipes sur ces 4 thématiques-là, qui était un énorme boulot. On s'est dit, on va se noyer, puisqu'on avait 600 propositions, 600 idées, c'est-à-dire qu'en déjà en nettoyant 600 distinctes. Voilà. Et donc, c'est ça. Et ces 600 ont fait le projet d'entreprise, mais on n'en a pas retenu 600. Et j'ai même plus, alors la mémoire un peu m'échappe, mais en fait, ces 600 sont transformés effectivement dans un projet d'entreprise structurel, c'est-à-dire avec des enjeux et des défis, mais surtout se sont mis sur une feuille de route court terme. Pas un truc 5 ans ou 4 ans, c'est injouable. Si vous mettez des actions sur 5 ans, c'est pas possible parce que le monde va changer entre-temps. Donc on s'est dit, on fait quelque chose de réaliste. Voilà. Et donc, on a commencé sur 2018-2019. Je crois qu'on avait trop d'idées quand j'y repense d'ailleurs, parce que je pense qu'on était sur 50. Et après, d'ailleurs, chaque année, on a réduit. C'est-à-dire qu'on réactualise chaque année, on repart sur une feuille de route. Voilà, on y reviendra. Et c'est comme ça qu'on a essayé de travailler la priorisation et de ne pas se noyer, entre guillemets. Mais je reconnais qu'il y a peut-être eu une intensité assez forte quand même. Oui, c'est sûr, il y avait ce qui était lié à la volonté, à l'ambition effectivement d'améliorer les choses et de faire des choses qui soient visibles. Donc, on va présenter un certain nombre d'indicateurs, alors peut-être pas tous, parce qu'il faut qu'on avance, mais je pense que quelque part, l'intérêt de cette démarche qui est présentée globalement, c'est qu'elle donne des résultats. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été intéressantes à construire, qui ont demandé de l'imagination, qui ont permis de voir les choses différemment, qui ont pu aussi, et je crois que c'était vraiment important de remettre au cœur la raison d'être de l'entreprise et la fierté des agents. C'est aussi une démarche qui, globalement, a donné pas mal de résultats, et ça, c'est satisfaisant, qu'il y ait un lien entre les efforts et les résultats. C'est pas toujours le cas. Je pensais à ce que tu disais avant par rapport aux principes et aux valeurs. Il y a John Kessel, qui est psychologue américain, avait pour habitude de dire qu'on peut changer les stratégies, les tactiques, mais jamais les principes. Et c'est vrai qu'à la base de la réussite, il y a aussi quelque part ces principes d'action qui doivent être partagés en cercle concentrique, comme tu l'as dit. La participation et l'appropriation, il y a pas mal de méthodes qui ont été mises en place. Je pense qu'on a dû faire à peu près tout ce qui existe à la cave du Var en matière de méthodes de participative. On pourra citer peut-être ici, on le voit sur la slide, les principales méthodes. Alors, tu as cité notamment les matinales, les réunions de 1 mois, un thème,
Et effectivement, ça a brassé, hein, donc ça a brassé, ça a aussi, parfois, je me rappelle que tu le disais au début, ça pouvait surprendre aussi, hein, les agents qui n'étaient pas forcément dans cette culture-là, qui n'étaient pas forcément habitués à ce qu'on repose la question, qui pouvaient se demander légitimement qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire de toute cette matière, et est-ce qu'on était, quelque part, est-ce qu'on était sincère dans ce qu'on était en train de faire, quoi. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de prendre en compte ce qu'on vous dit là, ou est-ce que vous le faites pour le faire, quoi. Et c'est vrai que parfois, dans certaines méthodes, on a l'impression que voilà, on se félicite d'avoir des idées ou des post-it, mais on n'en fait pas forcément grand-chose. Et je pense qu'un des mérites de cette méthodologie ou des approches, c'est de pouvoir faire sélectionner, faire hiérarchiser et surtout de faire mettre en œuvre un certain nombre de ces idées. J'ai l'impression que le processus d'idéation n'est pas en lui-même la clé de la réussite. C'est pas la clé de la performance, c'est plutôt la capacité qu'on a à transformer l'essai, hein, puisque on l'a peut-être pas dit, mais la thématique de ce projet d'entreprise était particulière. Il y avait une vraie identité. On voit un petit joueur oui, on voit un joueur de rugby d'ailleurs dans une image sur l'écran. Mais je crois que la clé, en tout cas, des résultats qui ont été obtenus à la cave du Var n'a pas été dans forcément uniquement le nombre des idées ou la qualité uniquement des idées, mais a bien été dans la capacité à transformer l'essai, c'est-à-dire à faire que les idées deviennent des actions et que les actions deviennent des résultats. C'est la principale difficulté de toutes les démarches collaboratives, hein, c'est pour ça que la question a été bien posée. C'est qu'évidemment, on va avoir des idées, solliciter des idées et les recueillir, c'est finalement pas le plus compliqué. D'ailleurs, on le montrera après, hein, enfin, j'aimais beaucoup cette formule, la boîte à idées et les idées dans la boîte, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut sortir des idées. La question, c'est celle de la transformation des idées. Et c'est vrai que par contre, ce qui a beaucoup guidé et qui guide encore beaucoup, c'est l'opérationnalisation, c'est-à-dire la concrétisation. C'est faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait, c'est-à-dire casser cette spirale de oui, mais ça, on a fait travailler dans des projets, dans des groupes, et ça n'a pas, finalement, rien n'a été retenu. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut prioriser. Et donc, effectivement, il faut de la méthode. Et donc, on a accompagné les managers, pas que sur l'idéation, aussi sur la priorisation, c'est-à-dire les matrices de priorité à poser. Et on a beaucoup travaillé sur des idées aussi faisables, rapidement, etc. Et ça a été un cheminement long, parce que on a parfois eu des difficultés, on n'a pas tout transformé. Mais là, je trouve que, par exemple, on vient de faire un challenge par équipe, hein, très intéressant d'innovation. Et en fait, on a vraiment franchi un palier, parce qu'on a prototypé, et quasiment après le choix de ces idées dans nos différentes étapes de sélection, avec le prototypage, un mois après, on peut mettre en place certaines idées. Et ça, c'est quand même quelque chose où on va dire qu'il y a vraiment, c'est un progrès, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts, quoi. C'est-à-dire que je dis toujours, attention, nous, l'idéation est un outil, voilà, au service d'une vision, d'une transformation plus profonde. Voilà. Et effectivement, c'est bien, on a utilisé différentes méthodes qui aussi sont très importantes, parce que c'est celles qui ont insufflé de l'énergie, en fait, hein. Mais dans la durée, pour que ça fonctionne, il faut que les agents qui, évidemment, s'y retrouvent. Il faut qu'ils retrouvent des choses qu'ils ont proposées. Et c'est pour ça qu'on a voulu être fidèles aussi. C'est-à-dire que dans le projet d'entreprise, les premières années notamment, on a vraiment même maintenu les verbatims des agents dans les typologies des actions qu'on mettait dans la feuille de route, en fait, hein. On a gardé vraiment leur intitulé, même si des fois, il y avait des écarts importants, en fait, hein, de niveau, finalement, de hiérarchie des idées. Mais au moins, c'était ils s'y retrouvaient. Voilà. Donc ça, c'est peut-être ce que je peux partager. Et effectivement, là, par rapport à, et ça on l'approfondira évidemment dans les masterclass, mais on s'est aussi attaché à mettre en place un système de pilotage de ce projet d'entreprise aussi. Ça, c'est très important. Séquencer l'année. Chaque année, on séquençait l'année qui est arrivée, nos rituels, nos moments clés, à quel moment on associait, pourquoi. Voilà. Et du coup, pour pouvoir le faire, il faut aussi des indicateurs dédiés de la transformation. On a un indicateur de pilotage de l'activité. Mais qu'est-ce qui nous fait dire que la transformation qu'on met en place porte ses fruits? Et donc, ce que vous voyez là, évidemment, c'est un des indicateurs, c'est la question de est-ce qu'on maintient dans la durée cette participation. Si vous la maintenez dans la durée, vous pouvez vous dire que quelque part, les gens ne sont pas trop déçus, parce qu'ils voient quand même qu'il y a des choses qui se transforment. Exactement. Alors, on va justement en balayer quelques-uns, peut-être sans les relire exhaustivement. Peut-être vous dire que ce que vous voyez en bas, là où il y a écrit participation à Caféine, c'est un processus d'innovation collaborative, c'est-à-dire qui repose sur une plateforme qui a été développée avec une école informatique qui est à Toulon et qui permet finalement, un peu comme dans un réseau social, si vous voulez, d'entreprise, de poster des idées, de les liker. Mais l'originalité, encore une fois, puisqu'on reparle d'opérationnalité, ça n'a pas été de déconnecter la partie innovation de la partie opération. Ça veut dire que vous avez assez rapidement, tu avais recruté d'ailleurs, tu as créé un poste de comment on appelle ça encore, référent innovation. Voilà, de référent innovation, mais aussi des référents excellence opérationnelle. Ça veut dire vous avez réussi opérationnel, ouais.
Voilà, c'est ça, je ne me rappelle plus des noms. Mais en l'occurrence, l'idée qui est intéressante, c'est de réussir non seulement bien sûr, à faire participer, à générer des idées, mais c'est aussi, dès le début et dans le même processus, donc pas dans un autre processus, de prévoir des étapes de prototypage, d'accompagnement au changement et de mise en œuvre de ces actions. Et peut-être que d'un côté, on est sur une logique peut-être d'innovation, de design de service, mais de l'autre côté, on a un conseiller en excellence opérationnelle qui, avec les méthodes d'optimisation, d'organisation, permet de faire en sorte qu'on aboutisse, qu'on atterrisse, qu'on transforme, encore une fois. Donc là, moi, si j'avais un truc à dire sur ça, c'est les managers ont un rôle central. Ce sont eux les catalyseurs aussi, les fédérateurs, c'est-à-dire que même pour la participation, pour à chaque fois quand ça marchait, parce qu'il y a parfois eu des moments où ça a moins marché, c'est parce que c'est avec eux qu'on a travaillé, y compris quel challenge demain, comment ils vont trouver leur place dans un challenge, et on utilise souvent nos séminaires managers qui sont réguliers, on en fait au moins 4 par an, pour ça, et où on les fait travailler sur ça, pour trouver leur place, y compris dans l'innovation, puisqu'ils ont bossé. Voilà. Et 2, effectivement, c'est pas l'innovation, enfin c'est pareil, là pour le compte, c'est attends, oui, moi je veux faire de l'innovation. Mais la plateforme collaborative, on s'en fiche, c'est un outil en soi. Mais l'enjeu, c'est pas l'outil, c'est la démarche en fait. C'est dans quel processus structurel on le met en place. Et donc, par exemple, la plateforme, on l'a pas mis en place tout de suite du tout. On a mis en place une démarche collaborative au long cours, et en fait, elle est venue de mémoire plus d'1 an après, 1 an et demi après. Et ne pas en abuser non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des temps trop réguliers parce qu'on ne pourra pas tenir sur ces temps-là. Et par contre, là où on a vu, moi, là où honnêtement, je me suis dit, quand même, on a fait quelque chose, ça commence à marcher, c'est quand j'ai vu à quel point cette plateforme a été incontournable pendant la crise Covid, c'est-à-dire la sidération du premier confinement, puisqu'on l'a utilisée tout de suite, au bout de 15 jours, PAM, pour en fait maintenir l'animation de la caisse comme ça. C'est comme ça qu'on a alimenté notre projet pendant le Covid, en fait, et qu'on a maintenu le lien, et dans ce éloigné mais tous ensemble que vous voyez, enfin, voilà, et ça c'était assez fondamental, et je me suis dit, en fait, ça y est, ça fait partie des fondamentaux de la caisse. Tout à fait. Alors, on va balayer quelques résultats, si tu le veux bien, et puis après, à la fin de cette présentation sur les résultats, on passera en revue les quelques questions qui ont déjà été posées par les participants. Il y en a plusieurs, certaines qu'on a déjà abordées. Alors, évidemment, le développement de la confiance, la performance par la confiance, je crois que c'était la formule que tu as utilisée, c'est quelque chose qui peut également se mesurer et qui, pour vous, est quelque chose d'important. Je sais que c'est quelque chose que vous observez, que vous regardez. L'idée, c'était de redonner de la fierté au travail, de redonner du sens. Je sais aussi qu'on en reparlera dans les masterclass, mais vous avez mis en place une campagne de marque pour que le regard des agents change par rapport déjà à l'organisme, mais aussi que le regard des allocataires et des partenaires change également sur l'organisme. Donc, avec une logique de symétrie des attentions. Bon, là, en l'occurrence, en termes de mesure de ces résultats, donc le baromètre social institutionnel, ce qu'on appelle le BSI, traduit assez clairement des évolutions, on va dire, très positives, et ce, alors même qu'on a traversé quand même une crise qui a été absolument ignoble, il faut le dire, et qui a imposé une forme de télétravail qui n'était pas choisie, mais qui était un télétravail forcé, et qui aujourd'hui devient un télétravail plus normalisé. Donc, développement par la confiance, effectivement. Alors là, on vous montre des résultats, on parlera après des façons des moyens. Là, on commence par la fin pour quelque part, pour légitimer quelque part ces propos qu'on est en train de tenir sur la base de résultats qui ont été obtenus, qui sont des résultats probants. Développement par la confiance, Julien, je crois que c'est vraiment le moteur quelque part de ce projet. C'était de remettre de la confiance là où il y en avait moins. Après, il y a oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est un bon exemple. Alors là, on sait triturer un peu la tête et effectivement, on n'est pas au bout non plus sur comment on le mesure. Mais effectivement, là, je trouve que des 2 exemples qu'on a mis là, on les suit vraiment. C'est l'absentéisme de courte durée parce qu'on avait un absentéisme élevé. On voit qu'il est passé en dessous du cadre national, un peu au-dessus là en 2021, mais très brouillé quand même par l'impact du Covid. Donc, c'est à plus long terme. Mais on le suit de manière très, très proche. Et on le suit à plusieurs titres, évidemment, parce qu'on corrèle ça à des actions au quotidien, d'accompagnement, de soutien. On travaille beaucoup sur la prévention de la désinsertion professionnelle aussi, d'ailleurs, on pourra en parler, et sur l'attention portée aux collaborateurs et en collectif et en individuel. Et donc, ça, c'est ce que vous trouvez dans les courbes, sur cette quand même baisse de l'absentéisme notable, et baisse surtout plus forte que la moyenne nationale. Alors, on partait de plus haut, il faut toujours avoir ça en tête aussi, du coup. Mais ce qui compte, c'est la trajectoire, mais après, c'est difficile. L'enjeu, c'est de la maintenir, qui est plutôt aujourd'hui le sujet de la CAF du Var, d'arriver justement à préserver cette performance. Et puis, ce que tu as posé, moi, je trouve que l'élément le plus éclairant, c'est le BSI. Alors,
on ne s'est pas contenté du BSI, c'est-à-dire qu'il faut savoir, national, hein, c'est qu'on a installé une logique de baromètre annuel, hein, du coup aussi, dans l'intervalle, qui nous a permis de mesurer vraiment, voilà, parce que c'était très important, le niveau de satisfaction, avec donc des questions aussi locales, propres au projet d'entreprise, propres aux actions qu'on menait. Et donc, ce qui est intéressant, et là, pas commenter, mais c'est parce que je crois qu'on y revient un peu après, mais c'est le fait qu'on a vraiment il y a une petite coupure. 2021, il y a eu vraiment, en fait, très clairement des améliorations très notables. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah, ça va, parce que j'ai eu un petit bug. Voilà. oui, Donc, ça, c'était j'ai eu le vraiment. même. Et puis, effectivement, dans la dimension dialogue social également. Après, effectivement, ce que tu le poses là, il y a dans les indicateurs un peu de transformation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en œuvre une démarche de ce type-là si derrière, je le disais, on se repose pas sur les premiers concernés, c'est-à-dire ce sont les managers qui vont animer la caisse. Ça, c'est une conviction pour moi résolue, c'est-à-dire que pour l'avoir vécu dans un autre organisme, à l'inverse, vous perdez une dynamique de caisse, vous n'avez pas une dynamique si vous n'avez pas votre management, et notamment votre management de proximité. Donc ça exige pas mal de choses. Ça exige de la formation, quoi qu'il en soit. Il faut aussi des techniques d'animation, enfin on se l'est dit, il faut aussi forcément les aider sur ces dimensions-là. Ça exige beaucoup d'accompagnement. Ça exige aussi un partage de la philosophie d'action, de ces principes et des valeurs dont on a parlé. Hein. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est comment eux après se situent dans ce cadre-là. Donc à chaque fois d'ailleurs qu'on fait une logique sur la confiance, hein, de baromètre, on l'adapte aux managers aussi. Hein. On a des baromètres dédiés aux managers. Et en fait, ce qui est très intéressant à la cave du Var, c'est que d'eux-mêmes, ils ont, avec l'aide d'Opta, mais ils ont construit en fait finalement leur propre équipe. Puisqu'on est dans le monde du rugby, que ça a guidé en fait, ça guide notre projet d'entreprise, et ils appellent ça la Team Ovalie en fait. Et ils ont créé quelque part cette dynamique eux. Je n'ai pas touché d'ailleurs une ligne, et je pense que Pierre-Henri peut en être témoin, de ce qu'ils ont pu faire, notamment autour d'un référentiel managérial. Ils ont voulu créer un référentiel, mais pas le truc que tout le monde fait, que j'avais fait aussi, quand voilà, on fait un référentiel et puis après on le met de côté, puis personne ne le regarde. La seule commande que j'avais faite, c'est il faut quelque chose d'opérationnel qui sera votre guide aussi, qui sera votre cap sur lequel vous vous référerez quand vous serez dans la gestion de situation individuelle. Voilà, et c'est ce qu'ils ont appelé l'auto-positionnement, c'est-à-dire que par rapport à ce référentiel, ensuite, chaque année, ben, il s'évalue en fait, il s'auto-évalue, mais ça n'a rien à voir avec l'entretien annuel, hein, et ça aussi on le parlera. Et s'auto-évalue, donc ces chiffres-là, ben, c'est les chiffres de combien, de manière et c'est du volontariat, donc il y a eu du 100%, 2021 80%, bon, il n'a échappé à personne qu'on a été un peu percuté quand même dans ces derniers temps, et mieux, ils ont d'eux-mêmes décidé de se faire évaluer par leurs collaborateurs, par les RN-1. Et donc les chiffres dessous, c'est effectivement du coup le fait qu'il y a 52% des managers qui se sont fait évaluer par leur RN-1. Le chiffre est assez bas parce qu'en fait il se trouve qu'on a vraiment il y a beaucoup de managers qui ont changé de fonction, donc du coup ils sont exclus. En réalité, sur le périmètre, c'est 3 managers sur 4 en fait se sont mis en évaluation par leur N-1. Voilà, on a créé un cadre collectif qui est le leur, un peu de co-développement avec des clubs de managers. Vous voyez, la participation, elle est très importante parce que c'est hebdomadaire en fait, hein, donc 60% c'est beaucoup, sur des temps très courts. Il y a des temps un peu actualité, puis il y a des temps co-développement. Voilà, donc c'est quelques exemples. Et en fait, ce qui est très révélateur, et j'ai fait un chiffre à donner sur les résultats BSI propres aux managers, c'est quand même la progression, surtout le regard des agents portés sur leur manager qui montre cette transformation. C'est que 80% des agents de la CAF, c'est le BSI 2021, estiment que les managers les associent aux réussites du service. 80%. C'était 70% en 2018. Donc c'est aussi important de se le dire, hein, du coup, et c'est bien supérieur aussi au national. 76% des collaborateurs estiment que leur manager les accompagne dans le changement. 76%, hein. C'était 66% en 2016. C'est 69% au national. Donc vous voyez, c'est un élément de trajectoire. On a quand même aussi une vision très positive par les équipes de l'accompagnement de leurs propres managers. Et c'est un peu l'objectif, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que cette démarche, elle repose vraiment à la base quand même sur la direction, quoi, c'est-à-dire sur ta vision, quoi. Maintenant, l'idée, c'est quand même qu'il n'y aurait pas eu tous ces résultats dans la caisse si tu étais seul, quoi. On est quand même d'accord. Je veux dire, bien sûr, tu as créé une impulsion, mais tu n'as pas travaillé seul. Et je pense que c'est quand même important de le souligner, parce que c'est vrai que tu es une personne publique, tu es connue dans le réseau, tu as créé ce qu'il fallait, tu as une impulsion, il y avait aussi du suivi, mais il y a eu quand même vraiment une transformation réelle de ton équipe de direction, de la communauté managériale. Il y a eu cette culture ou cet état d'esprit, il a diffusé, quoi, hein, il a diffusé jusqu'au niveau, je pense, des agents. Et c'est quelque chose qui,
doit aussi rassurer quelque part nos auditeurs sur le fait que la réussite ne dépend pas que d'une seule personne, vraiment. Ah, ça, je confirme. Non, après, par contre, la personne en question, ou les personnes, ou les dirigeants, le rôle, c'est juste la question vision, cadre, en fait, me semble-t-il. On est là pour poser un cadre, peut-être apporter cette vision et surtout faciliter. Moi, je pense que le rôle d'un directeur ou d'une directrice, c'est d'être un peu accompagnateur de ce changement. C'est évidemment être là pour des arbitrages rapides, mais être en appui, être accompagnateur. Enfin, moi, je pense qu'on est aussi une personne ressource, en fait. Peut-être, j'estime que je ne suis pas là juste pour décider, aussi là pour soutenir beaucoup, voilà, et poser et favoriser le cadre. Et parfois, c'est nécessaire parce que ce type de démarche, évidemment, qui est assez horizontale, percute forcément des équilibres, des lignes, y compris des lignes hiérarchiques, il ne faut pas se leurrer, dans des organisations encore assez bureaucratiques. Et puis, on n'a pas tous les managers n'ont pas la même conception du management. Il ne suffit pas de leur dire il faut devenir manager coach demain. C'est pour ça que ça implique du temps aussi pour leur expliquer ce que c'est, pour les accompagner, pour évoluer dans leur pratique. Et ça se fait, et c'est long. Enfin, c'est-à-dire que c'est un changement culturel avant tout, et qu'il faut du coup que l'équipe de direction soit aussi alignée par rapport à ça. C'est-à-dire d'une certaine manière, voilà, elle-même respecte ce cadre, accepte aussi un peu, voilà, de déroger au cadre aussi strictement vertical et hiérarchique, ça c'est sûr. Et donc il faut que le directeur veille à ça, ce qui est un équilibre subtil et compliqué au quotidien. Il ne faut pas dire clairement que c'est le jardin à la française, que tout va bien tout le temps et que ça se passe parfaitement. C'est beaucoup de régulation, en fait, et beaucoup d'énergie aussi. En revanche, ce sont les équipes qui font... Puis d'investissement, on peut le dire, il y a eu beaucoup de formations aussi. C'était à la Cap du Var, notamment pour les managers, beaucoup de séminaires, donc des événements qui à la fois apportaient de la cohésion, mais aussi des apports de connaissances, de compétences et un rythme. Je crois que tu l'as dit avant, mais vous avez beaucoup travaillé autour de quelque part de vivre chaque année comme une nouvelle saison, que chaque saison soit rythmée autour d'événements clés, de marqueurs, et que finalement on commence à avoir des rituels ou des habitudes de rencontres et de travail collectif. Je pense que ça aussi, ça y fait. On peut donner l'exemple de cette dernière année, dernière année de COJ, où il y a finalement, chaque trimestre finalement est une étape de plus vers quelque part l'allégorie de la finale, ou de la victoire finale, puisqu'on est sur le thème du rugby, qui d'ailleurs tombe bien en l'occurrence, vive la France, avec le tournoi actuellement en cours. Mais en l'occurrence, effectivement, il y a aussi tout ce rythme-là dans lequel on se retrouve. Mais bon, il y a beaucoup d'investissements qui a été fait auprès du management, et je crois que c'était un investissement qui valait la peine quand on voit les résultats de la caisse, et puis ce qu'en disent les managers eux-mêmes. Je pense qu'ils se sentent, alors je ne sais pas s'il y a une question sur le sujet dans le BSI, mais je pense qu'ils se sentent bien accompagnés, ils se sentent, je pense, soutenus. Sans rentrer dans le détail du BSI, ce qui est sûr, et on pourra y revenir, c'est que évidemment, les managers, en tout cas lorsqu'on a passé le BSI 2021, les résultats sont objectivement excellents de leur part. C'est-à-dire la catégorie des managers 5 à 7, au-delà de 8, etc. Voilà, d'excellents résultats sur la démarche, sur la capacité d'initiative, sur l'autonomie, ce qui nous permet de lire s'ils s'y retrouvent finalement dans cette démarche-là, et c'est le cas des baromètres. Pareil, évidemment, c'est pas toujours facile, c'est aussi beaucoup se remonte cette idée de l'intensité quand même, mais de l'intensité avec quand même la fierté qui s'est redéveloppée beaucoup, la mobilisation, l'ouverture de la caisse vers l'extérieur, vers son réseau, qui était, voilà, on a beaucoup aussi travaillé ces sujets-là. Donc là, on ne peut pas les décliner précisément, mais évidemment, c'est aussi un moteur. Et ce que tu dis sur le séquencement de l'année, oui, c'est-à-dire qu'il faut aussi raconter une histoire qui soit aussi facile à raconter pour les managers, facile à comprendre pour les équipes, pas au sens raconter une histoire, c'est-à-dire qu'on ne fera pas, là, mais faire un peu le storytelling, évidemment, c'est toute l'importance aussi du renforcement de la communication. On a renforcé les équipes en termes de communication pour justement aider aussi à travailler sur le visuel, parce qu'on sait très bien que ce marketing-là, il est majeur, c'est-à-dire qu'il y a du fond, mais il faut aussi rendre les choses compréhensibles et lisibles pour les équipes. Et là, c'est un effort, je veux dire, perpétuel, parce qu'on n'y est pas arrivé au bout. On voit bien quand même qu'aujourd'hui, déjà, moi, j'ai toujours dit, je serais content si les équipes déjà identifient bien nos 4 défis, si ils sont capables de parler pour chaque défi de quelques actions, mais on sait très bien que voilà, aujourd'hui, on ne peut pas tout retenir. Mais de l'intérêt d'avoir un séquencement, une histoire qu'on raconte tout au long de l'année, un fil rouge en fait, des moments clés, de la transparence sur ce que l'on fait, de la valorisation de ce que l'on a mis en place et de ce qu'on a réussi à faire avec des témoignages réguliers des agents. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut aussi tenir dans la durée. Voilà, donc c'est très important. Ouais. Et bien sûr, c'est un peu les indicateurs qu'il y a là. Ça ne marche aussi que si on a des résultats. Autrement, honnêtement, ça s'essouffle. Et notamment en posant au cœur, parce que dans les principes de base, c'était le service.
On fait ça, c'est quoi la performance? La performance pour nos organismes, c'est quand même la performance du service. C'est d'abord le service public que l'on porte. Et donc, évidemment, le point de départ, c'était celui-là. C'était pas une évidence, parce qu'il faut aussi recréer parfois, enfin, en tout cas, c'était le cas à la Cave du Var, cette vision-là de qu'est-ce qui est le plus important. Et c'est plus facile quand même de travailler sur le management interne et la transformation managériale quand on repart d'abord de pourquoi on fait ce boulot, pour qui on le fait, et d'abord pourquoi on doit se fédérer, en fait, et parce que on veut améliorer le service que l'on rend. Et effectivement, on a, ça c'était plus, tu l'as dit en introduction, c'était plus pas pour mettre en valeur la Cave du Var en tant que telle, tout est fragile, il faut en avoir conscience, mais plus pour dire il est plus facile de témoigner d'une expérience dans la mesure où, effectivement, on a une trajectoire de résultats qui a suivi aussi le pilotage du projet d'entreprise, ce pourquoi on l'avait construit, c'est-à-dire améliorer notre service. Et donc on a mis la courbe en bleu clair, des délais de démarche. Donc, on a vu à la fois le croisement avec les résultats nationaux, voilà, et à quel point, du coup, ces résultats aujourd'hui sont bons, même si je dis ils sont toujours très fragiles, sont stables dans la durée, sont meilleurs aussi dans la durée, etc. Voilà, avec toutes les réserves à avoir, parce qu'on est dans un contexte forcément complexe. Et qu'au moment je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un délai de démarche, Julien. Alors, un délai de démarche, c'est en fait finalement le délai perçu par un allocataire, c'est-à-dire celui qui intègre l'ensemble des allers-retours qu'on peut avoir avec lui à partir du moment où il va effectivement nous faire une demande, une déclaration trimestrielle, une demande de prestations, etc. Donc, c'est vraiment le délai le plus proche du délai perçu, très clairement. Ouais. Et donc, évidemment, c'est loin d'être neutre. Surtout, là, c'est plus pour montrer une trajectoire, du coup, quand on voit qu'on part à 22, qu'on arrive à... Alors, 2020, c'était une année très particulière avec le Covid, mais de manière structurelle, évidemment, voilà, quand on est dans des positions qui sont quasiment dans des 10 caisses dans les délais de démarche et même en dessous, les plus bas, c'est positif. Ça veut dire qu'on a eu une trajectoire en parallèle, alors qui ne s'explique pas que par la dimension de la transformation managériale, mais s'explique beaucoup par ça. Évidemment, ça va aussi avec un travail de fond sur la manière d'appréhender le pilotage de la production. Enfin, tout est lié, c'est systémique. Bien sûr, c'est ce que tu disais en introduction. mais je crois qu'en tout cas, cette démarche, elle a été souhaitée pour donner des résultats. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire la même démarche avec peut-être les mêmes méthodes, les mêmes outils, mais finalement pas obtenir de résultats. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des résultats? Je crois que la réponse est dans cette citation de Charlie Chaplin, c'est l'obstination et le chemin de la réussite, c'est-à-dire qu'il faut être capable toujours de reprendre finalement ses fondamentaux et d'aller au bout de ce qu'on a décidé et de finalement de pas faire les choses pour les faire, mais de faire des choses dans l'intention qu'elles aboutissent et qu'elles donnent des résultats, parce qu'il en va de la légitimité finalement de la caisse vis-à-vis de ses allocataires et partenaires, mais aussi vis-à-vis de cet enjeu de fierté que tu disais au début. Et donc, ça, ce sont des résultats vraiment probants. Moi, j'ai vraiment vu des courbes pareilles. Alors, ça prend du temps et c'est effectivement fragile. Ça dépend des réformes. La réforme de l'AL a été quand même délicate à gérer en 2021 et voilà, il y a des événements, on va dire, comme le Covid qui peuvent l'impacter, mais voilà, la trajectoire est là. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui était important dans ce projet, c'était de pouvoir, à un moment donné, que ça soit visible de tous, et qu'on ne soit pas dans une démarche d'intention, mais bien dans une démarche d'action. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, on a encore cet indicateur-là. Non, les exemples, c'est aussi Enfin, c'était juste pour insister sur le fait que dans la performance, quand on traduit effectivement ce qu'on attendait sur la performance de nos services, c'est effectivement la dimension de la qualité de service est un enjeu fondamental. On a aussi beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et donc la symétrie des attentions, elle prend aussi source là. C'est-à-dire que voilà, quand effectivement on travaille aussi sur l'environnement de travail, quand on travaille aussi sur une autre manière d'appréhender certains indicateurs de la performance, quitte à essayer de les faire évoluer aussi dans un cadre national, évidemment, ça change aussi quand même la manière dont les acteurs travaillent aussi. Et donc, cette dimension de la qualité, c'est aussi un peu une fierté de ce point de vue, puisqu'on avait un taux au niveau de la qualité, une qualité en fait dans la Cave du Var qui était une des plus dégradées du réseau, de très loin d'ailleurs. Je pense qu'il faut le dire. C'est une problématique qui intéresse beaucoup de monde, parce que c'est assez compliqué de travailler comme sur la qualité, parce que c'est multifactoriel, c'est très complexe. Et on a travaillé ces sujets aujourd'hui, on s'est bien amélioré. Maintenant, la qualité, j'estime qu'elle est aujourd'hui encore très moyenne, malgré tout. Alors, l'IQL, c'est l'indicateur qui mesure la qualité en sortie de liquidation. Mais c'est partiel pour appréhender la qualité, ça mesure une partie, donc on marque la progression, mais on voit qu'on a encore du travail à faire. Parce que derrière ça, il y a la fierté du travail que l'on fait et la fierté du travail bien fait, en fait. Et donc, là aussi, on l'approfondira en masterclass pour ceux qui seront intéressés, mais moi, je pense que c'est aussi des vrais sujets de connecter
les principes, les valeurs sur lesquelles que j'abordais tout à l'heure, le système de pilotage, et en fait, du coup, c'est quoi qui compte dans le service que l'on veut rendre et la qualité du service. Et donc, on a aussi travaillé cette question de comment on le mesure. Et on a aussi, du coup, introduit cette notion aussi de confiance et de performance, effectivement, de modalité de la performance et de nouvelles mesures de modalité de la performance comme ça aussi, notamment autour du pilotage de la production, dans un travail un peu particulier, d'ailleurs, qu'on a mené avec Opta, qui s'appelait QCD, au niveau de la branche famille, qualité coût délai. Ça a changé de nom, là, ça s'appelle QSA maintenant, mais c'était c'est une autre manière d'appréhender le service que l'on rend, c'est-à-dire de moins prendre en compte nos indicateurs internes et de plus prendre en compte la satisfaction, la qualité perçue, le service autour, effectivement, d'une prestation. Exactement. Du coup, en termes de performance de service, on continue à balayer quelques indicateurs. Alors, pourquoi on ne veut pas en faire un catalogue, mais il paraît quand même intéressant de défendre une vision de la performance, qui est une performance qui n'est pas sportive pour le coup, même si le rugby est quelque chose qui te tient à cœur. Et la performance sportive est une performance qui peut être ponctuelle, en fait. C'est-à-dire que sur un match, on va tout donner, on va se dépasser, on va réussir à avoir une performance exceptionnelle. La performance dans le secteur public, c'est plutôt la régularité de la performance. La performance, c'est réussir à faire régulièrement, à atteindre un niveau socle de performance pour l'ensemble des allocataires tout au long de l'année et en dépit des crises que l'on traverse. Et donc, on défend une idée de la performance qui est durable, en fait, qui est durable, qui est soutenable. Et à ce titre-là, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on défend une vision de la performance qui est une vision d'entreprise de la performance et qui doit pouvoir effectivement, ici on le voit, être global, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas que sur les délais, on ne travaille pas que sur la qualité. Quand on parle de systémique, ça veut dire aussi avoir des systèmes de pilotage qui soient équilibrés et qui permettent à la fois de mesurer la qualité, mais aussi la quantité, sans les opposer, en les associant, et puis bien sûr la qualité perçue. Et quand tous les indicateurs finalement concordent, c'est qu'on ne doit pas être très loin de la vérité. Alors là, je ne vais pas être long, mais peut-être dire une chose qu'on approfondira aussi. C'est vrai qu'un des éléments clés du projet d'entreprise et des choix qui ont été faits dans les défis en fait, que les équipes ont proposés, c'est l'écoute client. C'est-à-dire effectivement vraiment, si on dit qu'on est dans une orientation service, se mettre en situation d'écouter le partenaire, la locataire et le client interne, c'est le collaborateur, d'écouter ce qu'il a à dire, d'écouter aussi sa satisfaction, de se mettre en situation de solliciter du coup l'évaluation de ce que l'on fait, ce qui est aussi une prise de risque, parce que ça fait un peu mal parfois, du coup pour en faire un élément clé, un levier ensuite de nos actions. En fait, c'est beaucoup plus facile d'une certaine manière, forcément, de pousser la conviction d'amélioration quand c'est le client, quand c'est l'allocataire, le partenaire ou le salarié qui nous évalue sur le service. Et donc, effectivement, on a aussi maintenant, institutionnaliser quelque part ce baromètre, c'était juste avant, mais ce baromètre du coup de satisfaction du partenaire. Donc on tire énormément de choses de ça pour ensuite l'avoir intégré dans un projet qu'on a appelé CAFENCO. CAFENCO, c'est la relation de service au partenaire. Voilà. Mais c'était aussi pour dire vision globale de la performance, c'est aussi vision globale de l'évaluation de cette performance par les acteurs eux-mêmes. Et donc la partie baromètre social institutionnel dont on a parlé, effectivement, on a fait des baromètres annuels, on a fait aussi des baromètres trimestriels tout au long de la crise, parce qu'on sentait bien qu'il fallait aussi mesurer la cohésion, mesurer aussi qui on perdait, qui on ne perdait pas, et globalement en termes d'animation de caisse. Et puis là, c'est les éléments du BSI qui forcément traduisent une progression, mais qui, vous voyez, on a fait ça en juin, dans un contexte qui n'était pas terrible. Et en même temps, en décembre, la caisse a été traversée par des difficultés, un peu sociales, il y a eu une forme, d'ailleurs, il y a un côté post-traumatique aussi de la crise qui arrive un peu plus tard. Et donc certains, notamment les organisations syndicales, avec juste titre, nous ont dit oui, mais en fait, il y a ces résultats-là, mais en réalité, là, en ce moment, les gens ne sont pas heureux, ou il y a des difficultés. Et c'est vrai, il y a parfois des difficultés conjoncturelles, ou même parfois des difficultés structurelles pour certains. Ça n'invalide pas une trajectoire de fond. Voilà, et donc en fait, ce diapo, il montre juste les paliers, puisque la petite vignette à droite colorée, c'est quand même ce qui montre l'évolution en trajectoire, en points, sur les différents items par rapport au BSI de 2018, c'est 21 par rapport à 2018, qui montrait tous les progrès en fait. Il y a des progrès partout. Nos résultats sont largement meilleurs, et encore plus quand on compare avec 2016. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, et on y a retrouvé la capacité d'initiative. Alors moi, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, je vais en prendre un, comme ça au moins je ne serai pas plus long, c'est 80% des salariés qui ont répondu qui estiment être satisfaits de la possibilité d'être autonomes. Moi, ça m'a fait plaisir parce que c'était bien pour ça aussi qu'on a lancé le projet d'entreprise, qu'on a mis en place
notre processus d'innovation, notre transformation managériale. Plus 21 points par rapport à 2018, c'est quand même énorme. Voilà, et ça, je trouve que la confiance aussi, on parlait de la confiance, plus 19 points, regardez d'où on partait, 46% en 2016, 72% aujourd'hui. Je crois qu'en fait, rien que ça, et les initiatives aussi. Si on avait été encore à 45%, je pense qu'on aurait pu dire, je crois qu'il faut jeter notre projet, quoi. Ça aurait été un peu embêtant. Autant d'efforts pour rien. Voilà. Après, c'est pareil, tout s'entretient. Tout s'entretient, puisqu'effectivement, on peut aussi se dire qu'il y en a effectivement 37% qui pensent qu'ils ne peuvent pas prendre l'initiative. Hein. Ouais. Donc, il faut le travailler. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vraiment... en fait, c'est assez rassurant parce qu'on se dit que finalement, on peut ne pas rendre les gens malheureux en étant plus performant, quoi. Et ça coûte pas, on peut et réussir peut-être à faire mieux avec moins, réussir à faire de la qualité et de la quantité, et réussir à être heureux dans ce que l'on fait, tout en étant plus performant pour les allocataires et les partenaires. Bah, c'est pas une équation impossible. Et parfois, on nous la présente dans certains échanges, on peut avoir l'impression que ce sont des objectifs quelque part antagonistes ou dichotomiques et que forcément, si on fait de la qualité, on ne fera pas de quantité. Si les gens, on leur demande de travailler des plus performants, bah, ils seront forcément malheureux, quoi. Et ce qu'on retient finalement de ce projet, c'est une vision de la performance qui est du coup globale et dans laquelle on n'a pas de choix à faire. C'est-à-dire que quand on travaille bien sur le fond et que les actions sont pertinentes et que les gens les trouvent cohérentes, et bah, au global, on peut performer quelque part dans la joie. J'allais dire dans la joie, dans la bonne humeur, mais en tout cas, on peut performer au quotidien sans que ça ne nuise à personne. C'est un peu un jeu gagnant-gagnant et c'est pas un jeu à somme non nulle, quoi. On va passer peut-être sur le contenu du projet de la Cave du Var et puis on terminera après peut-être avec la proposition. On n'a pas les questions Alors, si, on a des questions, hein, tout à fait. Ah. Alors, on a traité. Tu les gardes pour la fin, c'est ça Non, j'avais juste oublié, quoi. Du coup, on en a traité quelques-unes au fur. On parle de démarche de collaboration, mais enfin là, pour l'instant. Alors, est-ce que cette démarche a embarqué des aspects organisationnels également? Une question. Alors, en plus, j'ai l'église au centre du village à côté que j'entends dans mon oreille, donc c'est pas évident pour répondre. Mais toute laïcité, bien sûr, préservée. Mais donc la réponse est oui, évidemment. C'est-à-dire que c'était pas. Clairement, il y a eu un alignement progressif entre le projet d'entreprise au sens aussi de ses principes, et notamment sur l'orientation service, en fait. Hein, et ensuite, des projets qui ont été portés à partir de certaines idées. Je pense notamment d'ailleurs au sujet production, qui nous a conduit à développer une approche populationnelle, par exemple. Je pense, quand je vous ai parlé de système de pilotage, qui a conduit en fait à renforcer le système de pilotage, renforcement de la com, rattachement d'un certain nombre de services auprès du directeur volontairement, hein, sur la conduite du projet d'entreprise, choix d'un référent innovation, construction d'une cellule budgétaire qui n'existait pas parce qu'il fallait le faire aussi. Et donc oui, il y a eu des ajustements d'organisation qui ont été faits chaque année d'ailleurs, chaque année. Et je les ai appelés ajustements d'organisation. Voilà. Et chaque année, avec aussi un effet, effectivement, que j'ai tout à fait en tête, qui était celui un peu du coup d'intensité du changement, parce que il n'y a pas eu de problématique sociale autour, mais c'est vrai que ça a conduit aussi forcément à conduire à la fois ce projet et conduire aussi l'accompagnement de ces changements d'organisation, ce qui n'a pas toujours été simple. Hein. J'ai quelques exemples en tête qui ont moins bien fonctionné, mais c'est absolument nécessaire en fait, puisque au cœur aussi de la démarche de transformation, il y a l'idée de l'agilité, de l'adaptation et l'adaptation aux besoins en fait. Donc quand vous vous dites je m'adapte aux besoins de mes salariés, par exemple, vous ne pouvez pas ne pas reconsidérer votre organisation interne, notamment autour de l'offre de services interne. On a créé une sous-direction de l'offre de services interne, par exemple, pour aller au bout de la logique client-fournisseur interne, en fait. C'est un exemple que je peux donner, comme l'organisation populationnelle au niveau de la production. Oui, d'accord. Donc, évidemment, il y a toujours un impact sur les organisations. C'est bien de le faire au fur et à mesure avec cette logique d'ajustement et d'itération successive. Alors, on a eu plusieurs questions que je résumerai globalement et qui intéressent les auditeurs, qui est autour de, finalement, comment on priorise toutes ces actions. Est-ce que c'est le fait de définir des indicateurs clés qui permet à la genèse qui permet de prioriser les travaux? Est-ce qu'on définit des critères et ensuite, pour ces actions, comment est-ce qu'on les suit? Est-ce qu'on a des indicateurs de suivi, des indicateurs de projet d'entreprise? Tu as parlé plusieurs fois du pilotage de ce projet d'entreprise. Est-ce qu'on peut un peu dévoiler la mécanique? Il faut venir à la masterclass. Il faut venir à la masterclass. Mais oui, il y a un pilotage. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à le plus possible intégrer le pilotage du projet d'entreprise et le pilotage de l'organisme tout court. Ça paraît évident, mais c'est pas une évidence. Or, je pense qu'on y est assez bien arrivé aujourd'hui. On a d'abord une feuille de route en fait pluriannuelle, enfin un projet d'entreprise pluriannuel autour de ces 4 défis qui est posé, d'une ambition, des valeurs. Ça, c'est vraiment
l'incontournable pluriannuel. Très clairement, ces 4 défis d'ailleurs ne bougent pas. Et ensuite, on a derrière, et à partir de la jeunesse qu'on a racontée, mais on y reviendra en détail, de ces 60 premières idées 2018-2019, on rejoue le match. C'est-à-dire que chaque année, on réajuste, on a une feuille de route annuelle du projet entreprise qui est évidemment alignée le plus possible. En fait, ça se fait assez naturellement finalement sur la conduite habituelle de la caisse, mais qui ne résume pas évidemment tous les objectifs opérationnels de la caisse. C'est pas, si vous voulez, autrement ça n'aurait aucun sens. Voilà. Et donc du coup, on a resserré d'ailleurs de plus en plus ces actions du projet entreprise autour de grandes actions, de grands chantiers. Et c'est en fait ces actions, elles sont systématiquement et chaque année rejouées parce qu'elles sont systématiquement et chaque année tirées de la participation des collaborateurs et de leurs idées. Soit par les challenges qu'on organise, soit parce que les actions ne sont pas finalisées, et donc on veut les finaliser, on va au bout des choses, on l'assume quand on ne finalise pas parce qu'il s'est passé des choses, soit parce qu'elles viennent de nos partenaires, soit parce qu'elles viennent aussi des chats ou des matinales qu'on organise. Enfin voilà, c'est systématiquement, elles sont la plupart structurées, remontées par les équipes, et elles sont tout à fait en convergence en fait, puisque c'est elles qui nous aident à atteindre nos objectifs généraux qui nous sont assignés dans un cadre plus prescrit finalement de la COG. Mais ça ne résume pas toute l'activité de la caisse, évidemment. Ça n'a pas le pilotage du projet d'entreprise, c'est pas le pilotage opérationnel de l'activité. Voilà, donc ça c'est aussi un point clé, mais ça nécessiterait encore plus de temps. Par contre, c'est un système de pilotage, c'est-à-dire que vous avez ensuite un suivi trimestriel avec des pilotes d'action, et c'est le chef du projet d'entreprise qui le fait, qui pilote aussi l'innovation, etc. Suivi trimestriel. Chaque trimestre, d'ailleurs, on publie auprès de l'ensemble de la caisse voilà, le point de situation, le point d'avancement, avec des exemples concrets, et on le suit. Et aussi, en structure de pilotage, important de se le dire, si on fait du collaboratif, on le fait jusqu'au bout, on a un comité de suivi du projet d'entreprise composé d'agents et de managers, donc on a un peu plus de 10 agents, qu'on renouvelle aussi régulièrement, et qui, lui, est un peu le conseil de surveillance, au sens du droit constitutionnel d'ailleurs, conseil de surveillance au sens des principes, au sens de la compréhension du projet d'entreprise, on le fait tester des idées, on lui fait participer à la construction de certains challenges, etc. Voilà, je suis obligé d'être très court, mais masterclass. Alors, on donne un aperçu sur ces 4 fameux défis qui permettent d'animer les différentes saisons. Alors, peut-être pas de questions, mais on a quelques réactions aussi sur sur l'état d'esprit, quelque part, le mindset, avec une belle citation de Benjamin Constant qui nous est proposée. Les circonstances ne sont rien, le caractère, c'est tout. Le sens et l'incarnation du dirigeant également. Alors, c'est vrai que c'est quand même assez rassurant. On se pose la question, est-ce qu'un dirigeant, ça sert à quelque chose? Bon, bah, la preuve est là, oui. Manager coach ou le servant leadership, comme le détaillent certains théoriciens américains, est quelque chose qui, bien sûr, est nécessaire et qui est utile. Et sans dirigeant, la caisse aujourd'hui fonctionnerait sans doute moins bien. Donc, ça dépend aussi. Je pense que tout l'enjeu, c'est effectivement que le système s'installe. Moi, en tout cas, c'est ce qui me guide. Et aujourd'hui, sincèrement, si on me posait la question, est-ce que ce projet, ce système mis en place, quelque part, cette dynamique collaborative se maintiendrait dans le temps hors, quelque part, de la personnalité, de la personne qui peut diriger une caisse? Je dirais plutôt oui. Je pense qu'effectivement, c'est d'ailleurs l'enjeu. Mais effectivement, il faut poser effectivement le cadre, et il faut s'impliquer, il faut que l'équipe de direction soit aussi pleinement dedans, ce qui est le cas. Voilà, ça c'est certain. Mais heureusement, enfin, moi j'ai fait uniquement ça d'ailleurs pour justifier mon activité. Une petite boutade. Alors, on a quand même une question. Alors, je ne sais pas si on la traite maintenant ou on la traitera tout à l'heure. Peut-être en profiter pour passer une petite vidéo, si vous le voulez bien. Ça nous fera un peu un intermède, vous savez, comme au théâtre. Une petite page musicale, ou en tout cas avec un motion design qui permet d'avoir un aperçu un peu global de l'entreprise. C'est une vidéo qui date de 2018, je crois. C'était le lancement du projet. Ça résume en fait finalement bien, plutôt que de dire qu'est-ce qu'il y a dans les 4 défis, etc., parce qu'on y reviendra ça plus tard. Mais ça résume effectivement philosophie, principe, valeur, enfin voilà, comment on a démarré, changement culturel en fait. Je trouve et c'était la genèse, donc c'est intéressant de revenir à cette genèse-là. Allons-y. À vous les studios.
j'espère que les personnes vont s'endormir avec la musique. Voilà un petit intermède musical que j'espère que vous avez apprécié. Donc, c'est un motion design. Il y a eu beaucoup d'outils de communication aussi qui ont été développés par la caisse. Alors, parfois des choses très, très simples, hein, genre se déplacer, aller voir les gens et leur parler. Il y a eu des chats un peu plus technologiques. Il y a évidemment des motion design. Tout ça vient rythmer les stratégies de communication. Mais comme le disait fort bien Julien, tout vous sera dévoilé lors des masterclass. Mais ça vous donne effectivement un bon résumé de ce projet d'entreprise. Et de l'état d'esprit qui habitait alors la cave du Var au moment de lancer ces différents défis. Peut-être rentrer un petit peu dans le détail de tout ce qui a été fait avant de conclure d'ici environ un quart d'heure notre présentation et puis de relire quelques questions et puis d'apporter des réponses. Alors, projet d'entreprise qui reposait, on l'a dit, sur une transformation à la fois des cultures. Alors, ça, je sais que c'est quelque chose sur lequel on a échangé souvent, Julien, qui était culture et structure. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette culture comment est-ce qu'on travaille une culture, hein, comment est-ce qu'on fait, comment on fait grandir, comment on fait pousser, comment on fait évoluer une culture au sein d'une entreprise, avec les quelques projets qu'on voit ici. Non, je ne vais pas répondre ça à chaque fois, mais ça serait pareil, c'est long à expliquer. Ouais. Mais effectivement, la culture, c'est ce qui se retrouve dans ce premier bloc. On a essayé, vous verrez, hein, ce cercle-là, ça pose le projet d'entreprise dans cette approche systémique. Et du coup, on a essayé de mettre dans le cercle l'ensemble des briques. Et effectivement, presque, il faudrait commencer par cette orientation service, mais ce qui d'abord soutient l'ensemble de la démarche, c'est ça, c'est se dire que c'est une transformation culturelle. Donc, accepter le temps long, qui n'est pas une évidence. Moi, je ne suis pas un spécialiste du temps long, hein, je le reconnais, hein, enfin, du coup, pour être très clair. Et du coup, je me soigne, mais de fait, c'est de dire qu'il faut... on ne peut pas, si on veut transformer culturellement, on l'a dit largement, ça veut dire qu'il faut un bloc une transformation managériale qui soutient l'ensemble. Donc, on l'a évoqué, hein, et qui se fait vraiment annuellement. C'est-à-dire qu'il faut un renouvellement régulier aussi des compétences. Et donc, il faut un investissement formatif. Je trouve qu'on a un budget formation volontairement élevé, enfin on pourra y revenir, donc c'est aussi un choix dans la gestion budgétaire. Et de l'autre, effectivement, c'est outiller forcément le processus de participation et de collaboration. Ça ne se décrète pas. Et on a mis le temps pour l'outiller. On a travaillé évidemment sur des techniques, et on s'est essayé à des choses. Et donc, c'est notamment ce qu'on a dit autour de Caféine, qui est ce processus d'innovation collaborative. Et ce qui nous a beaucoup aidé, forcément, c'est le numérique, encore plus après la crise, c'est certain, mais de jouer beaucoup l'alternance entre le numérique et le physique. C'est-à-dire le contact direct. En plus, on parle de rugby, mais vous l'avez vu sur les matinales, etc. Voilà, il faut être là, être près des équipes, évidemment, et en même temps utiliser le numérique parce que ça véhicule, parce que ça va plus vite, parce que ça permet en fait forcément d'avoir de la collaboration beaucoup plus facile. Je pense au chat, on en a fait, alors on le fait à bonne dose, on en a fait 5 du coup depuis 2019, voilà, 2 par an en moyenne maintenant, voilà, pas plus, mais en même temps ça marche très très bien. Vous avez 120 questions en 1 heure, en fait ça porte énormément de choses, c'est très attendu, c'est des rendez-vous attendus en fait, où du coup ça donne aussi l'état d'humeur de la caisse, en fait tout de suite, et tout se dit quoi. Je pense que voilà, il faut ouvrir ça, c'est pour ça qu'on l'avait appelé carte blanche d'ailleurs. Donc voilà un peu quelques briques, et ça c'était plutôt dans défi 3, défi 4. Je me rappelle avoir animé un séminaire chez toi qui était sous comment on appelle ça, qu'on avait souhaité avec une sobriété numérique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas utilisé du tout d'outils informatiques, même pour animer les ateliers, on avait fait tout un peu entre guillemets à l'ancienne pour retourner un peu sur des fondamentaux et dans une phase où finalement on en avait un petit peu
faut le dire, un peu ras-le-bol des Teams, des rencontres uniquement virtuelles. Donc, Il faut c'est bien de s'aligner savoir. sur l'humeur, quoi. Il faut s'adapter. Enfin, il y a vraiment un principe d'adaptation. C'est ça. C'est pour ça que j'insiste sur la dimension empirique. On a des bases, mais il faut s'adapter. S'adapter à l'état d'humeur, s'adapter aux besoins, s'adapter à ce qu'on ressent, s'adapter à ce qu'elles nous disent les équipes, ce qui est aussi un vrai sujet. Donc, on retrouve ici, autour de ce schéma, les 4 angles, finalement, les 4 points cardinaux de ce projet. On l'a dit, structure et culture, et puis les enjeux externes et les enjeux internes. Et en fait, quand on parle d'un GPS ou d'un map monde, quelque part, de ce projet d'entreprise qui a été le vôtre, qui s'appelle Ensemble, transformons l'essai, on retrouve finalement les différentes briques, parce que finalement, un projet d'entreprise, et c'est peut-être quelque chose d'intéressant à partager dans ce retour d'expérience, ce n'est pas, en fait, un projet d'entreprise, ce n'est pas quelque chose d'homogène ou d'uniforme, c'est en fait plutôt une idée d'avoir des briques qui vont venir contribuer à une finalité commune. Mais il n'y a pas un plan d'action général du projet d'entreprise. En fait, il y a plusieurs projets, et peut-être que c'est aussi important de préciser que ces projets ne sont pas tous lancés en même temps, mais qu'il y en a certains qui sont même nés pendant le projet d'entreprise. Et en fait, il a fallu l'imagination, quoi. Et comme le disait Albert Einstein, la logique nous mène d'un point A à un point B, mais c'est l'imagination qui nous mène partout. Et en l'occurrence, si on peut aujourd'hui présenter quelque part une approche globalement GPS ou une approche méthodologique, il nous faut être honnête et dire qu'on n'avait pas forcément, ou que vous n'aviez pas forcément, l'idée de l'ensemble de ces briques au lancement du projet. Non, en fait, ce qui a beaucoup lancé, c'est un mois, une thématique, qui ont largement inspiré ensuite la notion de 4 défis. Les défis 1 et 2 étant plutôt des défis du service, service locataire, service partenaire, mais je fais très court en disant ça, mais en tout cas positionnement sur le territoire pour le défi 2. Puis après, le 3, c'était plutôt sur le système de pilotage, la performance justement par aussi au sens global, donc y compris sur l'efficience, mais aussi du coup par la dynamique interne, etc., et notamment la dynamique d'offre de services internes. Et le défi 4, c'était plutôt le défi de l'accompagnement, parce que on dit toujours transformer et accompagner, c'est-à-dire qu'il faut assumer un effort d'accompagnement collectif et individuel important. Et par contre, je renforcerai ce que tu dis, c'est pire que ça, c'est-à-dire que la plupart de ce qui aujourd'hui arrive à être modélisé en système, finalement, a trouvé sa cohérence au fur et à mesure des années. Et tout simplement pour une raison simple, parce que c'est que ça vient des équipes, en fait. C'est-à-dire que du coup, ça s'est construit par les itérations successives, du coup, avec les managers, avec les collaborateurs, et par les challenges successifs, et par les moments de collaboration et de co-construction successives. Je vais prendre 2 exemples, qui sont des exemples du service, qui sont au cœur un peu maintenant de notre projet d'entreprise. Dans le défi 1, c'est comment, en fait, on renouvelle la relation, la stratégie de service auprès de nos publics, de nos allocataires. Bon, c'est Calliope, on l'appelait Calliope, effectivement. C'est qualité, organisation populationnelle de la production, qui maintenant on est élargi d'ailleurs sur l'ensemble du service. C'est effectivement une demande récurrente d'avoir une approche beaucoup plus attentionnée, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus adaptée en fait au public. Alors qu'on était très dans une approche très globale, très polyvalente, je réponds à une demande quelle qu'elle soit, pas forcément dans une approche aussi de prise en compte de caractéristiques des populations. Et là, on a organisé maintenant notre caisse dans une logique populationnelle, c'est-à-dire adaptée aux travailleurs non salariés, aux personnes et enfants porteurs de handicap, aux réfugiés, aux actifs fragiles, etc. Mais c'est venu, ça, l'année dernière. On l'a monté en juin 2020. On avait expérimenté auparavant, parce qu'on avait eu des idées qui nous avaient été soumises sur les travailleurs non salariés. Donc, on avait testé des choses et ensuite, on l'a élargi. Pareil, CAF & Co., c'est la mise en cohérence de plein d'idées qu'il y a eu sur, notamment tiré de la crise Covid d'ailleurs, du challenge éloigné mais tous ensemble, puis ensuite du challenge qu'on avait fait premier confinement, c'est-à-dire en juin, et retrouvons-nous ensemble sur comment on renouvelle notre relation aux partenaires. Alors on a remis en cohérence ça sous CAF & Co, qui est un projet d'amélioration de la relation de service aux partenaires. Et on a fait un challenge d'ailleurs, on a utilisé notre plateforme avec les partenaires du coup, pour demander leurs idées, pour améliorer aussi ce service avec la CAF. Et on est en train de prototyper actuellement avec les gagnants, du coup, un réseau social des partenaires. Voilà, donc c'est des exemples, on pourra y revenir aussi, mais ça n'a pas été, c'est venu effectivement se structurer en fait dans le temps. Ok, alors je propose qu'il nous reste un peu moins d'un quart d'heure, on va peut-être avancer sur le dispositif qui est proposé, et puis on gardera un petit peu de temps pour répondre aux questions. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses rigolotes aussi qui sont dites, mais il y a des choses intéressantes auxquelles il faut qu'on puisse répondre. Alors, la démarche GPS, le Global Performance System, en fait, c'est finalement la capacité qu'on a à vous proposer quelque part un voyage sur le chemin de la performance et à travers 4 grandes étapes qui
en général accompagnent ces grands projets d'entreprise sur qui sont pluriannuels. Donc, la capacité qu'on a à choisir un cap et une destination, la capacité qu'on a aussi à associer pour pouvoir imaginer, la capacité qu'on a à pouvoir accompagner ces changements et faire en sorte que la plupart y adhèrent, et puis la capacité qu'on a à transformer l'essai, à garder le cap et à pouvoir obtenir des résultats. Donc, on appelle ça destination performance. Et les 4 voies du GPS, c'est ce qui est proposé en fait, et c'est ça l'objet en fait de notre webinaire, hein, c'est de vous proposer 4 réunions, 4 matinées en avril, en mai, autour de ces 4 voies de la performance qui nous permettront de rentrer plus dans le détail finalement de ces différents sujets, où moi je vais apporter finalement un petit peu de théorie, un certain nombre de bonnes pratiques, on va dire, des cadres de référence en termes de management et de stratégie, et puis qu'on va venir illustrer avec un certain nombre de chantiers qui ont été mis en œuvre à la Cave du Var et qui permettent concrètement d'illustrer ces concepts et de raccrocher donc la théorie et la pratique. Donc la première voie, c'est choisir ses destinations. Donc on va vous parler du diagnostic stratégique, de l'approche système, la dynamique projet et de la capacité qu'on a à mettre finalement ce socle de transformation qui est lié à la transformation du management et la transformation numérique, digitale de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on abordera dans la première masterclass, puisqu'on les a appelés comme ça. Une masterclass, c'est à la fois une forme de conférence, mais aussi un temps d'échange avec les participants. Le deuxième élément, la deuxième voie, c'est sortir des sentiers battus. Là, on va parler effectivement de toutes les méthodes, tous les outils qui permettent d'imaginer, d'inventer, de concevoir les solutions, hein, puisque le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer, comme disait Peter Drucker, le célèbre expert en management. Donc, comment créer finalement demain, comment créer ce que l'on souhaite être. Donc, innovation collaborative et innovation de crise, hein, qui était un terme qu'on avait créé au moment de la crise, qu'on a mobilisé le processus d'innovation pour trouver des solutions qui nous permettaient quelque part de dépasser les contraintes que nous imposait alors la crise sanitaire. On y parlera d'excellence opérationnelle, hein, et du rôle du conseiller d'excellence opérationnelle. Donc, c'est les méthodes d'optimisation, on va dire, de la recherche d'efficience et de la création de valeur ajoutée dans les activités. Et puis, bien sûr, ce modèle de production du service, on a parlé de Calliope, de l'approche populationnelle. Je sais qu'il y a des branches dans lesquelles ça ne parle pas, donc ce sera intéressant, ça, notamment s'il y a des gens de l'assurance maladie ou des URSSAF ou des ça leur caisses parlera MSA. parce que c'est d'une certaine manière, c'est aussi une approche de segmentation de public, en fait. Oui, c'est ça. Je pensais qu'en URSSAF, ça va être ou de ligne de service, en fait. Voilà, donc je pense qu'on s'y retrouvera très clairement pour eux, plutôt à ce titre-là, quoi. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec les URSSAF sur cette ligne de service pour les travailleurs non salariés. Tout à fait. Donc, troisième voie, ce sera n'oublier personne en chemin, c'est-à-dire travailler à la fois en interne et ne pas oublier l'interne et l'externe, travailler dans cette logique de symétrie des attentions, et puis de bien intégrer, de ne pas imaginer l'organisme sans évidemment son environnement, donc les partenaires et les institutions avec lesquelles la CAF a signé, je crois, un nombre important de partenariats, quand on parle de Pôle emploi du département, des associations et de bien d'autres, et donc finalement cette capacité qu'on a à se connecter avec son environnement. La dernière masterclass portera sur le fait de garder le cap. On parlera ici des structures et des cultures, c'est-à-dire la façon de faire travailler les gens avec des nouveaux espaces de collaboration, le management hybride sur lequel tous les managers ont été formés, la mise en place de nouveaux outils, notamment Office 365 et ses usages, notamment pour les managers, mais aussi pour les agents, mais aussi pour l'offre de services. Et puis les stratégies d'écoute client, de mesure d'impact également pour faire en sorte que on ne reste pas au niveau des intentions, mais qu'on soit bien dans l'action. On fera aussi un échange important, une grosse participation autour des outils de communication et l'accompagnement au changement en général, puisqu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été déployés au fil des ans sur ces aspects-là. Donc, ce qui est proposé, en fait. Ça répond beaucoup, pardon, excuse-moi Pierre, il y a la question un peu qui était posée d'ailleurs sur le comment on pilote, sur les prérequis, sur les outils de mesure, et c'est vrai que je pense qu'il faut parler de ça, stratégie de communication, système de pilotage, séquencement, rituel comme tu l'as évoqué, ça me paraît clé, quoi. Et pareil pour la relation de service interne, je pense que c'est important, j'insiste, hein, le sujet un peu de référentiel de service interne, du coup, on a beaucoup travaillé sur les offres de service avec des niveaux de service, avec un point d'entrée unique, je pense que c'est des sujets qui mériteront aussi d'être partagés. Voilà ce qui vous est proposé, donc 4 voies, ces 4 matinées qui vous sont proposées avec de la théorie, c'est Optaes, de la pratique, Julien Randini, des échanges, la capitalisation, et puis
peut-être vous donner les dates. Hein. On a positionné donc des matinées, ce sont des mardis en général, enfin ce sont tous des mardis d'ailleurs, 26 avril, 3 mai, 10 mai, 31 mai. On vous propose d'inscrire sur les 4 voies. Hein. Donc pour l'instant, on vous invite à suivre l'ensemble du parcours, parce que vous avez bien compris que c'était un système et que l'intérêt, c'est de suivre l'ensemble. Quand vous recevrez le diaporama, vous aurez le lien qui est également dans le diaporama pour s'inscrire à ces masterclass qui est sur le site de l'EN3S, évidemment. Donc, on vous invite à vous inscrire. Ce seront des petits groupes, hein, on va dire 8 personnes, peut-être un peu plus, en fonction du nombre de demandes. Et puis, c'est un temps d'échange. Hein, donc, l'idée, c'est pas que vous nous écoutiez pendant 3 heures, hein, même si potentiellement on aurait des choses à dire, mais plutôt d'échanger. On a tout donné aujourd'hui. Hein. Ouais, non, il en reste quand même. Et du coup, on va peut-être garder un petit peu de temps pour répondre aux questions qu'on a reçues. Il reste un peu plus de 5 minutes. Bon, grosso modo, on a beaucoup parlé de la démarche ascendante collaborative. On a une question intéressante ici qui dit, grosso modo, beaucoup d'actions sont venues du terrain, mais comment est-ce qu'on intègre ce qui vient d'en haut, en fait? Comment tu intègres ce qui vient de la CNAF? Puisqu'évidemment, on n'est pas dans une entreprise complètement indépendante. Tu n'es pas artisan boulanger, tu diriges une CAF. Et donc, il y a une COG, il y a des politiques, il y a des axes stratégiques, des objectifs qui sont donnés. Donc, comment on fait ce maillage finalement entre le local et le national? Comment on a réussi à faire ça dans ce projet, quoi? Il y a une part, il y a quelque chose qui s'appelle le contrat pluriannuel de gestion, sur lequel j'ai assumé de ne jamais en parler dans la caisse. C'est important de se le dire, c'est-à-dire que ça n'était qu'un outil au service des orientations stratégiques qu'on a un peu définies avec le conseil d'administration. Mais pour les agents, on n'en a jamais parlé. D'ailleurs, on a des très mauvais résultats sur le BSI là-dessus, mais c'était normal. Et effectivement, on a tout posé dans le projet d'entreprise. Deuxième élément, il faut toujours se poser la question, est-ce que les agents sont très intéressés à un certain nombre d'éléments prescrits, etc. Je ne crois pas, en fait. Donc, en fait, on a parti du fait qu'ils avaient leur activité, qu'elle n'avait pas changé. Leur activité est en partie prescrite, elle est posée dans un cadre national avec des évolutions régulières, du poste de travail, des réglementations, etc. Mais il y a il y a en fait finalement leur positionnement dans l'organisme dans lequel ils sont, leur poste de travail, leur manager, la vision qu'on peut leur apporter, etc. Et c'est plutôt sur ça en fait qu'on a fondé le projet d'entreprise en fait. C'est un peu ce qui fait peut-être une façon de répondre à la question, c'est ça. Et puis après quand même, c'est le rôle d'une équipe de direction et de manager, c'est évidemment d'essayer de faire les intégrations utiles. Donc on a une part on essaie aussi d'influencer des choses, on essaie surtout de bien, et il y a des cohérences naturelles qui se sont faites en fait pour bien encapsuler les sujets en fait très clairement. Il y a une part qu'on a volontairement laissée de côté. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas piloté l'activité de la caisse quand même, hein, de ce point de vue. Voilà, quelques modes de réponse. Et puis il y a une part, quand j'avais dit au point de départ 80% du projet d'entreprise ce sont les idées, il reste 20%. Et par exemple, sur l'année dernière, c'était plus 30% que 20%. Donc voilà, donc il y a une part aussi sur laquelle, évidemment, on met une partie de ce qui peut relever, entre guillemets, du national, ou en tout cas du national décliné localement. Merci. Alors, évidemment, donc là, on a présenté les masterclass et puis des résultats qui sont vraiment plutôt probants, hein, toute modestie gardée pour la CAF du Var. Mais évidemment, tu l'as dit un petit peu avant, il y a des difficultés, il y a des oppositions. Enfin, quelles ont été, peut-être en 2 mots, les principales difficultés et oppositions? Enfin, je ne crois pas que tu aies de baguette magique. Donc, comme tout directeur, tu as affronté des moments qui étaient peut-être plus difficiles que d'autres. Voilà, est-ce qu'on peut citer quelles étaient ces difficultés principales? Il y a souvent la question qui est posée de la relation sociale, qui fait que du coup, ce type de démarche peut être. Enfin voilà, il y a un moment, dans l'intensité, dans le choix de la collaboration, il y a forcément à prendre en compte ça. Plutôt cette chance d'avoir une collaboration, des partenaires sociaux sans partenaires. Donc en fait, on les a intégrés aussi dans une transparence régulière sur ce qu'on faisait, mais ça peut être une difficulté, ça parfois pu l'être quand même, hein, évidemment, selon les moments, selon le niveau de tension sociale. Après, moi je trouve que la plus grande des difficultés quand même, et liée à la question précédente, c'est d'arriver à tenir le cap de quelque chose qui est ambitieux, qui est systémique, qui est intense, et notamment qui a un sens particulier qui est donné avec quand même le contexte. C'est-à-dire, quand vous mettez en place la réforme AL avec tous les dysfonctionnements informatiques, quand on a dû travailler sur la prime Covid, par exemple, la prime Covid a été pour moi une grande difficulté parce que ça a été en totale contradiction avec l'état d'esprit général, de la cohésion globale, du travail en collectif, puisqu'il a fallu choisir. Et voilà, et donc ça n'a pas été en congruence avec les valeurs, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est la principale difficulté. Et la troisième, c'est, je dirais, tenir dans la durée, en fait. Hein. C'est le fait de rester en cohérence tout le temps
de s'adapter. Ça, c'est quand même une difficulté, sincèrement. C'est-à-dire que quels que soient les changements de personnes, et parfois la difficulté, c'est d'arriver, paradoxalement pour moi, peut-être ça a été de trouver les régulations régulières, y compris à l'équipe de direction. Non pas que ça s'est mal passé, parce qu'on a une super équipe de direction, mais c'est plus en fait dans les philosophies de chacun. C'est quelque chose, c'est quand même un projet qui est assez particulier quand même. Et donc, du coup, il faut accepter, quand vous avez plutôt un profil plus vertical, etc., enfin voilà, de vous faire déplacer un peu. Donc ça, je pense que c'était pas évident non plus. Merci beaucoup, Julien. Merci de ta participation, de ta présence et de tes réponses. Voilà, sincères, comme toujours. Bon, la performance, c'est aussi commencer et finir à l'heure. Donc, on va donner la parole à Gabriel Pagné pour c'est pas ma spécialité, cette dernière minute. Là, en l'occurrence, ça sera le cas. Heureusement que tu es en donc, une dernière minute, peut-être pour rappeler les modes de fonctionnement par rapport aux inscriptions, puisque notre objectif, c'était de vous présenter un dispositif sur lequel on souhaite que vous vous inscriviez. Et merci à Gabriel. Toutes et à tous aussi, en passant. Merci à tous pour vos questions. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est ça, et c'est effectivement la fin, on retrouve les petits gimmicks des réunions Teams ou autres. Donc sur cette belle parole, pour retrouver toutes les informations pour pouvoir vous inscrire du coup, et que vous puissiez donc rejoindre ces petits groupes finalement d'échange un petit peu privilégiés. Le dernier point, c'est que vous allez recevoir très prochainement dans vos boîtes mail un petit message avec le questionnaire de satisfaction et le lien pour pouvoir télécharger les supports. Voilà, en espérant avoir répondu à toutes vos questions, il me reste à garder cette notion de performance pour finir à l'heure et vous souhaiter à tous une très bonne fin d'après-midi. À bientôt. C'est incroyable. Merci beaucoup à toutes et à tous et en espérant vous retrouver vite. Merci Gabriel, merci Amélie. Au revoir tout le monde.